Une fois exigible, l'obligation doit être exécutée entièrement, correctement et sans retard par le débiteur. L'intensité permet de déterminer jusqu'où le débiteur doit-il aller pour exécuter pleinement son obligation, permettant ainsi d'éteindre l'obligation. Lorsque le créancier reproche au débiteur une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation, l'intensité de l'obligation prend alors toute son importance. À titre d'exemple, vous représentez un client et celui-ci est condamné à verser une somme d'argent colossale. Insatisfait de vos services, votre ancien client vous poursuit en responsabilité professionnelle. La question de l'intensité de vos obligations se posera assurément. À l'inverse, si le débiteur exécute son obligation et que le créancier en est satisfait, l'intensité de l'obligation revêt peu d'importance. À titre d'exemple, vous êtes poursuivi et vous engagez une avocate pour vous défendre. Celle-ci réussit à faire rejeter la demande formulée contre vous et ses honoraires sont raisonnables. Satisfait de ses services, la question de l'intensité de l'obligation ne se pose pas dans ce cas. Il est donc important de comprendre pour la suite des choses que c'est seulement lorsque le créancier reproche au débiteur une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation que l'intensité de l'obligation prend toute son importance. L'intensité a deux utilités qui sont en fait les deux revers d'une même médaille. Tout d'abord, l'intensité détermine jusqu'où le débiteur doit-il aller pour exécuter pleinement son obligation. Autrement dit, quelle est l'étendue de la dette du débiteur. Deuxième utilité, en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de l'obligation, l'intensité détermine les moyens de défense que le débiteur peut opposer au créancier. Il y a trois types d'intensité: moyen, résultat et garantie. L'intensité est déterminée par les termes du contrat ou de la loi ou encore par ce qui a été décidé dans la jurisprudence. À titre d'exemple, il a été jugé qu'un animateur de mariage est tenu à une obligation de moyens. Le succès de la soirée dépend en grande partie des invités. Il a également été décidé qu'un embaumeur est tenu à une obligation de moyens quant au maquillage du défunt. La première intensité, l'obligation de moyens, est celle qui est la moins onéreuse pour le débiteur. C'est elle qui exige le moins du débiteur afin qu'il puisse pleinement s'exécuter. Le pompier est tenu à une obligation de moyens. Il doit prendre les moyens raisonnables pour éteindre l'incendie. Le débiteur d'une obligation de moyens doit prendre les moyens raisonnables en vue d'arriver à un résultat. Notez bien que le débiteur n'est pas tenu d'arriver au résultat. Il est seulement tenu de prendre les moyens raisonnables en vue d'arriver à un résultat. Si le débiteur n'arrive pas au résultat escompté, le créancier devra démontrer que le débiteur a commis une faute en ne se comportant pas comme l'aurait fait un débiteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances. Le débiteur d'une obligation de moyens peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute, soit qu'il a pris les moyens raisonnables en vue d'arriver au résultat. Il peut également s'exonérer en établissant que son inexécution est due à un cas de force majeure. Enfin, il peut aussi s'exonérer en établissant la faute du créancier. À titre d'exemple, le client a menti lors de son témoignage, ce qui lui a fait perdre toute crédibilité à la cour. Regardons maintenant l'obligation de résultat. À titre d'exemple, le transporteur est tenu à une obligation de résultat pour ce qui est de mener à destination les passagers sains et saufs. Le débiteur d'une obligation de résultat est tenu d'arriver à un résultat précis. C'est seulement lorsque ce résultat est atteint que l'obligation du débiteur est pleinement exécutée. Le débiteur d'une obligation de résultat ne peut pas s'exonérer en démontrant une absence de faute car il est tenu d'arriver à un résultat précis. Il dispose toutefois de deux moyens de défense, soit la force majeure ou la faute du créancier. Enfin, l'obligation de garantie. À titre d'exemple, l'assureur est tenu à une obligation de garantie lorsqu'il assure une maison.
verser une somme d'argent est également une obligation de garantie. Dans l'obligation de garantie, le débiteur garantit un résultat. Encore une fois, c'est seulement lorsque le résultat est atteint que l'obligation du débiteur est pleinement exécutée. La distinction entre l'obligation de résultat et de garantie s'observe surtout quant aux moyens de défense à la disposition du débiteur. Le débiteur s'engage à atteindre un résultat même dans l'éventualité d'une force majeure. Le débiteur prend donc la charge du risque d'inexécution lié à un cas de force majeure. Dit autrement, dans une obligation de garantie, le débiteur renonce à plaider la force majeure en cas d'inexécution. Le seul moyen de défense à la disposition du débiteur demeure alors la faute du créancier. Afin de compléter l'étude de l'intensité de l'obligation, prenons 2 exemples concrets pour mettre en application les différentes notions vues dans cette capsule. Les obligations du débiteur découlant d'un contrat peuvent avoir diverses intensités. À titre d'exemple, l'avocat a une obligation de moyens afin de faire triompher les intérêts de son client dans un procès. S'il perd le procès et qu'il est poursuivi en responsabilité professionnelle par son ancien client, l'avocat peut s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute. Il devra alors établir qu'un avocat raisonnable, placé dans les mêmes circonstances, aurait agi de la même façon. Il pourra également s'exonérer en établissant un cas de force majeure ou encore la faute du créancier. L'avocat est toutefois tenu à une obligation de résultat quant au calcul du délai de la prescription extinctive. S'il perd le procès parce que le recours de son client est prescrit, l'avocat, débiteur d'une obligation de résultat, pourra s'exonérer en prouvant un cas de force majeure. À titre d'exemple, son bureau a été incendié en raison d'un accident ferroviaire, lequel a détruit tous ses dossiers. L'avocat pourra également s'exonérer en démontrant la faute du créancier. Le client lui a donné les mauvaises dates. Dernier exemple, le médecin est tenu à une obligation de moyens lorsqu'il soigne un patient. Il n'est pas tenu de guérir le patient, mais de prendre les moyens raisonnables en vue de le guérir. Supposons que le patient décède sur la table d'opération et que la succession ou la famille poursuivent le médecin. Débiteur d'une obligation de moyens, le médecin pourra s'exonérer en démontrant qu'il n'a pas commis de faute, à savoir qu'il s'est comporté comme un médecin prudent et raisonnable se serait comporté dans les mêmes circonstances. Le médecin pourra également s'exonérer en démontrant un cas de force majeure. Il y a eu une panne d'électricité lors de l'opération à cœur ouvert du patient et les génératrices d'urgence étaient défectueuses, par exemple. Enfin, le médecin pourra également s'exonérer en établissant la faute du créancier. À titre d'exemple, le patient devait être à jeun au moins 24 heures avant l'opération et celui-ci n'a pas respecté les consignes. Nous avons vu qu'un débiteur peut être tenu à différentes obligations de différentes intensités. Le médecin est toutefois tenu à une obligation de résultat pour ce qui est de ne rien laisser dans le corps du patient. Le médecin qui oublierait son scalpel dans le ventre du patient ne pourra donc pas s'exonérer en établissant qu'il n'a pas commis de faute. Voilà qui complète l'étude de l'intensité des obligations.